Et bien le bonjour et bonsoir, chers auditeurs. Ce soir, fermez les volets, éteignez vos lumières, sortez vos bougies et vos planches de Ouija, car nous partons pour un épisode bonus. D'histoire terrifiante à soignante, il n'y a qu'un seul pas. Venez et entrez donc dans la salle de pause des soignants de l'hôpital de Medicine City et écoutez les histoires que vous n'entendrez qu'ici. Vous qui êtes les auditeurs de notre podcast, vous trouverez des histoires qui vous surprendront, des cas qui vont défier votre rationalité, mais qui ont bien existé, mesdames et messieurs. Ici, nulle invention, nul trucage, que du fait para-réel, car les faits et cas présentés n'ont fait l'objet d'aucune description et aucune publication dans des journaux scientifiques ou médicaux. Alors accrochez-vous, car les couloirs des hôpitaux peuvent parfois vous surprendre. Bienvenue dans notre épisode bonus d'Halloween. Je suis votre hôte ce soir, Bloody Nurse. Et moi, je suis Falciparum. Nous sommes mariés dans la vraie vie, pour le meilleur et pour le pire. Je suis médecin professionnel et aussi criminologue amateur. Et moi, préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et comme Falciparum, enquêtrice amateur. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ces épisodes à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Mais le partage d'histoires irrationnelles. Oui, ça c'est sûr, c'est la salle de pause des soignants ici après tout. Mais sur ce, Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos et les tenues ensanglantées pour nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine de ceux qui la pratiquent ? Allez, Falciparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et des commentaires. Oui, ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon, où vous trouverez du contenu bonus additionnel au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Mais sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti. Et bonjour, bonsoir à tous en cette soirée d'Halloween. Une fois n'est pas coutume, je serai l'hôte ce soir. Alors cet épisode ce soir est assez exceptionnel car nous avons la chance avec nous d'avoir 3 invités rarement présents dans les médias et je veux dire que nous sommes très honorés qu'ils aient répondu positivement à l'invitation. Nous vous présentons Bookie Nurse, notre rat de bibliothèque. Bonjour. Fashistera, notre petit rugbyman. Salut. Et enfin la pétillante Bloody Muse. Bonjour. Ce sont nos 3 enfants. Et bonjour, bonsoir les enfants. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans notre podcast ? J'avoue, là, j'ai un petit peu chaud au cœur. Ça va bien se passer. Mais vous savez pourquoi vous êtes là ? Oui, pour présenter des histoires pour Halloween. Pour un événement spécial. Ouais, vous allez nous aider à présenter cet épisode. Et comme on est dans un épisode à écouter en famille, toutes les histoires, sauf la dernière, seront à écouter en famille également. Nous vous préviendrons juste avant la dernière qui sera la mienne. Et qu'on vous évite de... Elle peut être choquante, elle fait pas peur, mais elle peut être choquante. Oui. Donc, on vous déconseille de l'écouter avec les enfants. Mais sinon, toutes les autres, ça devrait être bon. Mmh. J'espère que vous avez prévu de bien vous amuser ce soir en cette soirée d'Halloween, le 31 octobre, avec vos plus beaux costumes de l'horreur. Si c'est pas le cas, tamisez bien vos lumières, allumez vos bougies, mettez-vous sous le plaid en mangeant des bonbons avec vos enfants, et écoutez donc nos petites histoires de ce soir. Donc j'avais très 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 envie de faire cet épisode ce soir. On a toujours des petites histoires, des anecdotes à raconter dans nos salles de pause entre soignants. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui a vécu des choses un petit peu bizarres, on va dire, un peu paranormales. Effrayantes, terrifiantes. Voilà. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire pour Halloween, de raconter ces histoires. On avait fait un petit appel sur nos réseaux, voilà. On a eu quelques réponses. On a eu quelques réponses, donc on arrive avec 4 pardon, d'abonnés, soignants et de nous. Et donc, certaines vont être lues par les enfants. Voilà, c'est ça. Alors,
Vous verrez, chacun a sa petite histoire. Il y a que Bloody Muse qui en aura 2 parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Voilà. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Oui. Alors, je pense que c'est à toi, Bookie Nurse. Tout à fait, c'est à elle. À toi. Une fraîcheur musquée. C'était il y a quelques années, quand je travaillais comme infirmière en maison de retraite. Il était environ 6 heures, j'arrivais pour prendre mon poste. Je monte au 2e étage pour aller au vestiaire qui se trouve au centre des 2 ailes, où se trouvent les chambres des résidents. En sortant de l'ascenseur, le couloir était dans le noir complet, et en me dirigeant vers le vestiaire, j'entends un bruit au bout du couloir, et je sens un parfum d'homme. Tu sais, comme si quelqu'un venait de passer devant moi et que le parfum flottait dans l'air. J'allume la lumière du couloir, je regarde des 2 côtés, personne. À cette heure-là, tout le monde est encore au lit. Il n'y a aucun résident homme à l'étage. C'était très étrange, et ça m'a vraiment interpellée, car c'était une odeur franche de parfum, et que je n'avais jamais senti dans la maison auparavant. Petit frisson. J'étais seule, je me dépêche d'aller au vestiaire pour me changer, et rejoindre mes collègues de nuit pour les transmissions. Je rejoins donc mes collègues de nuit. Je leur fais remarquer que j'ai senti un parfum d'homme dans le couloir, un musqué, et leur demande si quelqu'un est passé, car j'étais étonnée de cette odeur si fraîche. Comme si la personne venait de passer. Et là, je sens une ambiance bizarre, lourde, et leurs têtes se sont complètement déconfites. Je rappelle que je ne les ai pas croisées avant. Là, elles me racontent que quelque chose de flippant s'est passé vers 5h30, 6h. Une résidente, se trouvant au 2e étage, a sonné. Arrivée devant la porte, celle-ci était fermée à clé, chose qui n'arrivait jamais, et la dame ne répondait pas aux appels des filles de nuit. Elles ont fini par trouver les clés pour ouvrir la porte, et la dame était assise sur son lit, droite comme un piquet, à regarder dans le vide. Elle a dit avoir entendu un homme dans sa chambre. Elles ont eu un peu peur, car ce n'est pas la première fois que les gens disent qu'ils entendent ou voient un petit monsieur dans cette chambre. Là, elles me disent qu'il y a quelques années, un petit monsieur est décédé dans cette chambre, au 2e étage, et qu'il portait un parfum musqué. C'est vraiment un événement qui m'a marqué, car je suis persuadée que ce matin-là, l'esprit du petit papy était là, et venait de passer dans le couloir juste avant que j'arrive. Sans même le savoir, j'ai eu peur, car c'était inhabituel, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'étrange. Oh, merci Bookie Nurse. Alors les enfants, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Ça vous a fait peur un peu? Pas trop. Pas trop. L'histoire d'un fantôme qui a laissé son parfum dans la chambre? Mais moi j'ai pas eu peur. Est-ce que t'as peur des fantômes? Non. T'as pas peur des fantômes? T'as jamais peur des fantômes? Non. Qu'est-ce qui te fait peur à toi? Je sais pas moi. Les loups-garous par exemple? Non. Non. Les sorcières? Non. Ah, je pense que c'est par exemple les araignées, les choses comme ça. Plus. Ça me fait pas peur non plus. Ah. T'as jamais peur de rien? Ouais. Ok. En même temps, elle va bientôt dominer le monde. Ah oui, c'est ça. Et je pense que maintenant on va passer la 2e histoire. Oui, je voulais préciser que l'histoire, elle était d'une copine de l'école d'infirmière. Voilà, je lui fais un petit coucou. La prochaine histoire, c'est Falchistera qui va nous la faire découvrir. Elle a été racontée par une auditrice du Canada. Il me semble plus précisément de Québec. Allez, à toi, Falchistera. Allô? Je suis une infirmière et je travaillais dans une maison de soins palliatifs. Je suis une personne qui n'a jamais eu d'expérience paranormale auparavant. Il y avait quelques semaines qu'une dame était présente dans notre centre. Elle allait décéder d'un cancer. J'avais eu une journée agitée. Cette dame ne pouvait plus parler et avait des yeux qui parlaient à sa place. Elle avait peur. Je lui ai donné beaucoup de présence ce jour-là, et ma journée se termine avec un gros mal de tête. Je me couche très tôt, j'ai besoin de récupérer. Je me réveille au milieu de la nuit, je viens de rêver de la dame. Elle est assise dans un fauteuil roulant près de mon lit, l'air bien. Elle me prend la main en me disant que maintenant ça va bien, puis disparaît. Le lendemain, au travail, j'apprends qu'elle est décédée dans la nuit. Elle est venue faire un petit arrêt chez moi pendant son départ?
C'est la seule fois que quelque chose du genre s'est produit. Et merci beaucoup, Falchistera. C'était une belle histoire qui me parle beaucoup à moi parce que c'est complètement dans mon travail et ça fait partie des choses que ça fait partie des patients que je vois régulièrement. Et ça m'a rappelé moi un petit peu le thème du livre de Stephen King qui est Dr. Sleep, qui accompagne comme ça et qui aide au passage des gens qui sont en fin de vie. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les enfants? Alors moi j'ai trouvé que c'était une histoire très réelle parce que quand on accompagne une personne dans la mort, on peut après ressentir comme une présence qui nous dit que elle va mieux grâce à nous et pour pouvoir partir tranquillement. Mm-hmm. Oh, ces petits m'étonneront toujours. Ouais. Et toi? Ça m'a fait un petit peu peur. Ah. Un petit peu. Pourquoi? La dame, les yeux qui parlent. Ah oui. Ah. Eh oui. En fait, c'est parce qu'elle ne peut pas parler avec sa bouche, mais ses yeux disent beaucoup. Parlent de sa souffrance. Tu vois dans les yeux qu'il y a la souffrance, qu'elle est inconfortable, qu'elle est pas bien. C'est pour ça qu'elle dit ça, l'infirmière. J'ai trouvé que c'était bien. Mais c'est une très belle histoire et ce genre de choses, ça arrive très régulièrement. Ce genre d'histoire assez courante, entre guillemets, pas courante, mais c'est le genre de choses. En général, c'est pas des choses effrayantes, c'est des jolies choses parce que la personne vient nous dire merci. C'est vrai, c'est vrai. Allez, maintenant les 2 dernières histoires des auditeurs qui seront pour Bloody Muse, car elles sont vraiment toutes petites, comme j'ai dit avant, mais pas moins efficaces. La première histoire nous vient d'une auditrice de France, qui nous envoie régulièrement des petits messages d'ailleurs, on la remercie. Et la seconde est une histoire d'une autre de mes amies de l'école d'infirmière. Voilà. C'est à toi, Bloody Muse. Le salon funéraire. Bonjour, voici mon anecdote. J'étais agent d'entretien dans un hôpital. Beaucoup de membres de l'équipe, surtout la nuit, refusent de nettoyer la salle et le salon mortuaire de l'hôpital. Moi, ça me dérangerait pas, donc, un après-midi, je m'y mets. Je commence par le salon, je déverrouille la porte et tombe sur une dame assise dans son cercueil. Je mets un haut de surprise, puis vois une tête dépassée sur le côté. J'ai aussitôt fermé la porte et je suis partie. Bonne journée et merci beaucoup pour votre podcast. Et merci à toi de nous avoir lu cette histoire, ma petite Bloody Muse. Alors là, celle-là, je pense que je serais partie en courant aussi, moi, personnellement. Pareil. Ah ouais? Tu vois une tête dépassée comme ça dans le salon funéraire et que... Ah ouais, oui, là c'est obligé, quoi. C'est ça qui me fait peur. Moi, personnellement, ça m'étonne. Alors moi, personnellement, ça m'intrigue beaucoup, du coup, je pense que je serais allée voir. Ah ouais? Pour voir ce qui se passait. Ouais, je peux comprendre. Moi, je pense que j'aurais eu la curiosité aussi. Je fuis pas, moi, sur ce genre de choses. Alors, j'aurais eu la curiosité, mais j'aurais envoyé un homme avant. Enfin, ou un chef, peu importe. Je serais venue te chercher. Quelqu'un d'autre. Voilà. Vas-y, je suis courageuse derrière toi. Je comprends, Après que t'es assuré qu'il y avait rien de grave, quoi. Ouais. Voilà. Non, moi, je penserais à une intrusion, un truc comme ça avant de... Ouais, ou une farce. Ouais, une farce, une intrusion, avant de penser à quelque chose de la nature paranormale. Je crois peu au paranormal. Oui, moi non plus, mais bon, quand même, ça surprend, quoi. Tu nous lis la deuxième histoire, Bloody Muse? Le scope. Un jour, j'ai un collègue qui est allé se coucher en pré-anesthésie la nuit. Le frein du brancard en face de lui s'est débloqué. Tu imagines qu'il a flippé grave. Et genre, 1 heure après, sur les 20 scopes de la pré-anesthésie, c'est celui au-dessus de sa tête qui s'est allumé tout seul. Je te laisse imaginer qu'il n'a pas dormi. Oh. Vous avez compris, du coup? Pas trop. Moi, oui. Un scope, vous savez ce que c'est, les enfants? Non. Je crois que c'est en réanimation. Oui. Quand on va réanimer le patient après une intervention. Alors oui, mais c'est quoi un scope? Vas-y, le Bloody Muse, tu lèves le doigt. C'est... Ça se voit pas à la radio, alors du coup, il faut qu'on explique aux gens.
Ben, en fait, c'est quelque chose où il y a marqué les battements de cœur, la respiration Et ça ressemble à quoi, cette quelque chose? C'est un carré. C'est un écran? Voilà, c'est un écran où du coup on peut voir les battements de cœur, comment ils vont, voilà, la respiration et tout ça. Donc c'est pour surveiller les malades qui vont pas très très bien et qu'on a besoin de savoir comment ils vont tout le temps. Ouais. Et alors là, en fait, en gros, pour expliquer à Falchistera, il dit donc son collègue s'est endormi, le frein du brancard s'est débloqué, il a eu peur parce que ça a commencé à rouler tout seul, et sur les 20 scopes qui étaient au-dessus de lui, 1 heure après, le seul scope qui s'est allumé, c'est celui qui était au-dessus de sa tête, alors que ça faisait 1 heure qu'il bougeait plus. Tu vois? Et il s'est dit, mince, ma vie est bientôt finie. Il s'est dit, le scope il est hanté et il y a quelque chose qui est au-dessus de moi. C'est pas normal qu'il y ait que ce scope-là, celui au-dessus de ma tête, qui s'allume. Ça me fait penser, pour prolonger votre soirée d'Halloween, si vous le souhaitez, en notre compagnie, que nous avons publié ce mois-ci, un certain nombre de petites histoires sur nos réseaux sociaux. En particulier une là, parce qu'on parlait d'un brancard qui bouge tout seul, qui est tout à la fin, qui s'appelle Christine le retour, une histoire de brancard hanté également. Il y a pas mal de petites histoires comme ça qui peuvent être lues ou racontées. Ça tient en une page. C'est un peu horrifique, c'est un peu paranormal. C'est pas très, c'est généralement pas gore du tout, je pense. Moi, je les ai pas écrites pour être du tout, gore. non, ça passe très bien. Et donc ça peut passer pas mal. Bookie Nurse est d'accord. Oui. Complètement. Je les ai lus et j'ai pas trouvé ça trop effrayant. Ouais. Elle les a toutes relues, notre grande fille. Oui. Au comité éditorial. Non. Tu as quelque chose à nous dire, Bloody Muse? Moi, j'en ai lu un. Ah. C'était tout la au début. radio, je crois. Ouais. L'histoire de la radio. Ouais. Celui-là, elle a fait un petit peu peur à maman. Elle avait bien aimé Moi aussi. la radio qui grandit. Ah oui, alors, et la tache noire qui grandit, ouais. et qui sort de la radio. Ouais, non. Vous avez le droit de nous dire aussi si quelle histoire vous avez préférée et si vous avez aimé ce format, parce que je suis en train de réfléchir à un format au format pour décembre, pour une sorte de calendrier de l'Avent. Est-ce que je reste sur le même type de format ou est-ce qu'on fait un petit peu autrement? Falchistera, tu as quelque chose à nous dire? Je trouve que des 4 histoires, mon histoire préférée, c'est la première histoire, le salon funéraire de Bloody Muse. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est celle-là. celle que tu as préférée. Elle me fait peur. C'est des histoires dans ce genre-là qui me font peur. Ah oui. Et toi, tu as peur de quoi dans la vie alors? Parce que Bloody Muse nous a dit qu'elle avait peur de rien. C'était une guerrière, une viking, elle a peur de rien, elle va conquérir le monde. Moi, j'ai peur de perdre ma famille. Voilà. Ah. Bah, moi, j'ai peur de tout ce qui est assassinat. Parce que moi, tu vois, vous voyez, j'ai peur... T'as peur de la mort? Voilà. Enfin, j'ai pas peur de mourir, moi, mais j'ai peur de voir un corps, par exemple. Ah, d'accord. Oui. Et toi, Bookie Nurse, tu as peur de quoi dans la vie? De ne pas lire de livres. Non. J'ai peur des papillons. Ah oui. Ah oui, il y en a beaucoup de. D'ailleurs, ma deuxième sœur, elle a peur des papillons de nuit. J'ai vraiment la phobie des papillons. Moi, ma peur, c'est d'être toute seule dans le noir, dans une pièce que je connais pas, voilà. Ah, mais comme on enregistre dans notre studio qui est dans notre garage, peut-être qu'on va t'oublier dans le studio, dans le garage après. J'y crois pas parce qu'il y a une porte à côté, du coup je peux sortir, hein. Je connais le garage. Donc il faut en plus que tu connaisses pas l'endroit, quoi. Ouais. Je vais trouver ça, t'inquiète pas. Il faut pas oublier Falsipadog. Oui, mais lui, il va pas lire l'histoire, il est mis dehors parce qu'il arrêtait pas de faire du bruit. Il essaie de couiner derrière la porte pour entrer, on l'entend. Ouais. Ouais.
Allez, ça va être au tour de Bloody Nurse de nous raconter son histoire. Allez, mon histoire perso maintenant, donc c'est plutôt un classique entre guillemets dans le milieu hospitalier. Je pense que c'est à peu près 90% des histoires de soignants que les gens vivent, c'est plutôt assez classique. Alors je l'ai nommé la sonnette infernale. Donc c'était fin 2008, début 2009, je me souviens plus vraiment trop exactement de la date. En tout cas, c'était en 2e année d'école d'infirmière dans cette petite ville de l'Est de la France avec son école d'infirmière dans un bâtiment flippant à souhait, avec son petit hôpital de proximité flippant à souhait aussi. On avait souvent une petite brume glauque comme ça les matins d'hiver, c'était assez sympa. Et c'est aussi ici que nous nous sommes rencontrés avec avec Falciparum. Assez éloigné de la structure principale, il y avait aussi dans cette ville l'ancienne maternité reconvertie depuis de nombreuses années en EHPAD USLD moyen séjour. Autant vous dire que les bâtiments étaient eux aussi encore plus flippants de nuit comme de jour. Aujourd'hui, je ne me souviens pas de ce qu'ils ont fait de ces bâtiments, mais ce qui est sûr, c'est qu'en 3e année d'école d'infirmière, ma promo a participé au transfert partiel des patients et résidents de l'EHPAD dans un bâtiment tout neuf juste à côté. L'USLD et le moyen séjour, ça s'est fait plus tard, il me semble, et il me semble que c'était sur l'hôpital même. Si un de mes anciens formateurs ou formatrices se reconnaît et qu'il sait, qu'il n'hésite pas à me le dire. Je fais partie donc des études d'infirmière avant la réforme de 2012. Et à cette époque-là, on avait l'obligation de faire un minimum de 8 nuits, ou plus, mais minimum 8 nuits, répartis sur les stages à partir de la 2e année, en un seul stage ou répartis sur plusieurs. J'étais donc en 2e année, c'était en hiver, j'étais en stage de 5 semaines en USLD. Donc USLD, ça veut dire unité de soins de longue durée. En gros, c'est un service de gériatrie pour les patients nécessitant une hospitalisation longue, voire définitive. Vous allez me dire, un EHPAD en soi, mais là est la petite différence, l'EHPAD c'est un lieu de vie, alors que l'USLD c'est une hospitalisation pour des patients nécessitant une médicalisation plus importante. Donc j'avais décidé d'un commun accord avec la cadre de faire la moitié de mes nuits sur la fin de ce stage. L'équipe était hyper sympa, de jour comme de nuit, et le stage se passait très bien. J'ai donc sur la fin de mon stage réalisé mes nuits. La nuit, à un moment, après les tours, il y a très souvent pour tout le monde, il y a à un moment donné des temps morts. Donc j'avais décidé de prendre avec moi mes cours de gastro-entéraux pour réviser. J'avais un gros pavé à réviser pour notre évaluation à venir. Au tout début, tout était calme. Les résidents sont endormis. L'équipe de nuit et moi avons fini de remplir la traçabilité papier à l'époque. Les collègues sont posés après un petit encas. Les bâtiments sont tellement calmes par rapport à l'effervescence de la journée et du premier tour que c'en est presque assourdissant. Voilà peut-être 1 heure que je travaille sur mes cours. Une sonnette sonne. Je suis étudiante, j'ai appris à me lever tout de suite dès qu'une sonnette sonne. Les filles de nuit me stoppent et me disent de continuer mon travail. Non, surtout pas. Elles n'ont pas souvent d'étudiantes la nuit dans ce service, alors qu'elles en profitent pour une fois. Que ne ferais-je pas pour arrêter de travailler? J'y vais. Le bâtiment était en forme de 2 L, mais de très grands et longs L, reliés par un bâtiment en longueur entre les 2 L. Donc nous étions dans le L de droite. Évidemment, la sonnette qui sonne est dans la chambre la plus éloignée. Je dois donc traverser le premier couloir, puis le second, qui sont extrêmement longs comme j'ai déjà dit. Je n'allume pas les lumières car il y a des patients qui dorment la porte ouverte et je ne souhaite pas les réveiller. J'arrive dans cette chambre double, un seul patient est dans cette chambre. Je regarde, c'est évidemment la sonnette du lit sans patient qui sonne. Bon, j'éteins. Je vérifie que ce ne soit pas l'autre résident qui est appelé et qu'avec un défaut de contact, ça soit l'autre sonnette qui est sonnée, sait-on jamais. Le patient dort à point fermé, la sonnette est disponible mais ne traîne pas dans le lit non plus, donc pas d'appel sans faire exprès, enfin semble-t-il. Je repars dans ces longs couloirs noirs avec ma petite loupiote que des collègues de nuit m'avaient passée, pas tout à fait sereine quand même. 10 minutes plus tard, rebelote, la sonnette ressonne. J'y retourne, toujours ce lit vide qui appelle. J'éteins, je repars. Au 3e appel, peut-être 10-15 minutes plus tard, comme il n'y a personne dans le lit, et donc que je ne cours aucun risque vis-à-vis du patient puisqu'il n'y en a pas,
Je débranche électriquement la sonnette du lit sans patient et en vérifiant toujours si tout va bien chez le patient présent. Cette fois-ci, c'est à peine devant la porte de l'office que la sonnette ressonne. Coup de flip, j'y vais quand même. Toujours cette sonnette qui sonne alors que je viens de la débrancher. Je réveille le patient endormi dans l'autre lit pour savoir s'il a appelé et me dit que non. J'éteins la sonnette et je pars en courant. Puis, plus rien de la nuit. Enfin, d'autres sonnettes, mais par des gens qui étaient bien présents eux. Donc, grande interrogation avec l'équipe et grosse frayeur pour moi. L'équipe demandera le passage des techniciens pour vérifier la sonnette. Je n'ai pas eu de retour, sachant que c'était ma dernière nuit, me semble-t-il, ou dans les dernières nuits. Mais j'avais pas eu de retour. Et ça s'est plus jamais reproduit. Voilà. Donc j'ai eu une grosse flip sur une sonnette sans lit, débranchée, qui sonnait trop. Alors, et j'ai connu aussi des histoires du genre, c'était généralement des petits faux contacts quand les prix sont à moitié arrachés, des choses comme ça, mais c'est vrai que ça peut être surprenant quand même de se dire on a un signal alors qu'il y a personne pour le déclencher, ce signal. Ouais, puis alors je suis incapable de te dire si il y avait un patient qui est décédé récemment ou je sais, je me souviens pas du tout. Mais t'as raison, te dit aussi, c'est un défaut de contact obligé, mais ton cerveau il te joue des tours la nuit quand même, hein, en pleine nuit noire. Ça me rappelle une histoire que je vais peut-être ajouter à notre que je vais improviser là parce que je l'ai pas écrite mais je l'ai. C'était pareil, c'était une nuit, j'étais de garde dans un hôpital, dans un petit service, et que je connaissais bien parce que c'est le service, je suis appelé dans un autre service voisin, et comme je faisais souvent à ce moment-là, je repasse par mon service pour voir un petit peu comment ça se passe, un peu la température de la nuit, discuter avec les infirmières qui à l'époque faisaient jour-nuit, donc je connaissais et l'équipe de jour et l'équipe de nuit parce que en fait elle tournait. Donc généralement je passais faire un coucou comme ça, boire un café, voilà. Et là, remontant le long couloir en direction, donc depuis l'autre service et en direction de l'office infirmier où j'allais trouver donc mes collègues, je passe devant une chambre que je savais vide parce qu'en fait le patient était décédé dans l'après-midi en fait, et je savais qu'on n'avait pas fait d'entrée parce que c'était mon service, et pour le coup j'entends dans cette chambre fermée quelqu'un qui psalmodie, qui récite des trucs un peu particuliers. Et donc là je m'arrête, je me dis attends, c'est quoi, c'est une télé quelque part dans le couloir, la chambre d'avant, la chambre d'après. Mais c'était vraiment le milieu de la nuit, tout le monde était couché, tu sais, à 23h, t'as encore des gens qui regardent la télévision. Parfois, au milieu de la nuit, t'as des gens qui se sont pas endormis, tout ça, mais j'avais pas l'impression que c'était le cas. Et là, je m'arrête, j'écoute, je focalise un peu plus. Je me dis non, ça vient vraiment de cette chambre-là. Et en fait, je m'approche de la porte, le bruit, les sons que j'entends, visiblement c'était une personne qui était en train de parler, presque chanter en fait, réciter des trucs que j'arrivais pas à comprendre. Comme une prière quoi. Comme une prière, ouais, en quelque sorte. Et donc là, je vais pour ouvrir la porte pour voir un petit peu. Je me dis tiens, il y a quand même quelqu'un dans cette pièce, il faut que j'aille voir. Et puis je savais qu'il y avait personne normalement. Et là, j'entre. C'était vide. Et non, il y avait quelqu'un. Ah. Et en fait, un patient qui s'est trompé de chambre? Non, pas du tout. C'était quelqu'un que je connaissais en plus, pour l'avoir rencontré. C'était la fille du patient qui était décédé, qui était revenue dans la chambre où son père était décédé l'après-midi même. Et en fait, elle avait un problème psychiatrique malheureusement, et elle était persuadée que la pompe à aspiration, il y a toujours des pompes à oxygène, à vide, etc. Et elle était persuadée que l'âme de son père avait été absorbée par le vide, en fait, et c'est marqué sur les pompes à aspiration au vide. Et en fait, elle était persuadée que son âme était tombée dans le vide, et donc elle était en train de réciter des prières pour la faire revenir. Et donc elle parlait à la pompe à vide, en fait, dans la chambre, mais toute seule dans le noir au milieu du couloir. Et donc après je suis allé chercher mes collègues, on a essayé de lui parler, elle était pas raisonnable, était pas possible de la raisonner.
Donc après on a dû faire venir la sécurité, La psychiatrie. le SAMU pour l'envoyer se faire examiner par les psychiatres, mais était en train de décompenser quelque chose. Mais effectivement, c'était un peu curieux de voir comme ça Son deuil quelqu'un partait mal, quoi. qui était au milieu de la nuit et puis dans un endroit où elle n'est pas censée être. À chanter des... Donc comme quoi, comme tout à l'heure, je disais, quand il y a quelque chose de bizarre, je vais voir. Oui. Parce que je crois pas au truc paranormal d'emblée, mais voilà, c'est... J'aurais fait exactement la même chose. Je pense que j'y serais allée quand même, moi aussi. Ouais. Voilà, c'était vraiment, en plus, le son était vraiment une sorte de prière, un truc incompréhensible, en fait, mais un peu rythmé, vraiment comme quelqu'un qui récite un psaume ou quelque chose. Donc voilà, une petite histoire improvisée en plus. Eh ben, quelle belle histoire, les enfants. Moi, c'est plutôt drôle pour moi parce que quand même faire aspirer son âme dans la pompe, voilà. Mais c'est quand même bizarre, ça existe. Moi, je pense pas que c'est vrai que l'âme elle est dans la. Oui, voilà, mais c'est parce que la dame elle était malade et qu'elle croyait des choses qui existaient pas. C'est pour ça qu'après on a eu besoin de quelqu'un qui a su la soigner, et l'accompagner, quoi. Oui, mais du coup moi c'est drôle. Ben tu sais que il y a des gens pour qui l'arrivée d'un deuil, la perte d'un être cher, ça peut provoquer des choses en eux qu'ils ne savaient pas et ils font des choses qui sont pas rationnelles, comme penser que l'âme a été aspirée. Oui, fasciste, il lève le doigt, je suis désolée, il lève les doigts. Je dois vous avouer, ça fait un petit peu badé quand même. Toi, tu serais allé voir, t'aurais ouvert la porte ou pas? Je l'aurais fait, oui, mais ça aurait fait bader. Mais c'était mieux si c'était papa qui l'avait fait, c'est ça? C'était mieux si c'était papa qui l'avait fait finalement. Ouais. Tu t'aurais entré avec une croix et de l'eau bénite. Oui, mais faut en avoir sur soi, Bookiners. S'il en avait trouvé. Allez, du coup, on va faire disparaître les enfants. Parce que c'est le moment de raconter une histoire un peu plus sombre. Et par la magie d'Halloween, abracadabra, plus d'enfants. Allez, les enfants étant partis, on y va pour mon histoire. Elle est donc un peu plus sombre que les autres. Donc faites partir vos enfants les plus jeunes en tout cas, parce que là on va parler de... Oui, petit trigger warning, petit traumavertissement. Le sujet, l'histoire évoque un suicide réel. Et on va parler d'une autre de mes gardes que j'ai faites quand j'étais interne, jeune médecin. On est dans un petit hôpital périphérique qui comportait 3 pôles d'activité. Disons ça comme ça. Il y avait un secteur de psychiatrie, il y avait un secteur de rééducation et un secteur de moyen séjour, avec une partie d'hospitalisation en soins de longue durée et un EHPAD dans la partie qu'on va appeler gérontologique. Moi, je m'occupais plus particulièrement du secteur de moyen séjour et en particulier, on se refait pas, des lits identifiés de soins palliatifs. Un soir, donc, j'étais de garde, et sur nos gardes, on dormait sur place. On était sollicité pour régler les problèmes des divers services du nôtre, mais aussi des services adjacents, en particulier la psychiatrie, la rééducation, etc. Et souvent, pendant mes gardes, je passais un moment dans mon service. L'avantage, c'est qu'il était central, et comme c'était le plus médicalisé, il possédait l'équipe la plus complète, avec en particulier, donc il y avait 2 étages, et il y avait un binôme infirmier-aide-soignant par étage pour les services. Et je les connaissais toutes, parce que c'était des femmes toutes, et l'ambiance était généralement bonne, détendue et propice aux échanges dans ce début de soirée généralement. Voilà.
Et ce soir-là, comme d'habitude, en prenant ma garde, je reste dans le service et une fois le premier tour des équipes fait, elles me rejoignent dans la salle de pause qui jouxtait l'infirmerie. Et cette partie de l'hôpital comptait 4 étages. En fait, seuls les 3e et 4e étages étaient occupés de nuit. Au rez-de-chaussée, il y avait l'administration, au premier étage, les salles de consultation, et au second, il y avait les salles de rééducation, qui n'étaient donc pas occupées de nuit. Donc, je suis donc posé tranquillement dans la salle de pause du 3e étage, et le binôme infirmier de l'étage fait son premier tour de nuit. Elles finissent par me rejoindre, je leur demande si tout va bien, s'il y a des choses à régler, et comme tout est bon, on reste là. Nous sommes très vite rejoints par l'équipe du 4e, qui est également constituée d'un binôme infirmier-aide-soignant. Et elles non plus n'ont aucun problème, et j'ai pas de soucis à les régler, pas d'ordonnance à faire, pas de petites prescriptions à rattraper de la journée. Nous commençons tranquillement notre veillée en discutant de tout, de rien, et surtout en grignotant pas mal de trucs. Ambiance relativement sympa. Classique. D'expérience, je savais que ce moment précis du premier tour du soir était celui où je recevais le plus d'appels sur la garde. Des prescriptions oubliées, des patients qui avaient du mal à s'endormir, des angoisses, des agitations de début de nuit. Mais ce soir-là, rien du tout, calme plat, partout, même en psychiatrie. Je ne me rappelle plus très bien le sujet de nos conversations de ce soir-là, mais c'est vraiment pas le plus important. Je me souviens juste que l'ambiance était bonne, très détendue. Et puis est venu minuit, et son tour de minuit. Comme il n'y avait pas de soins infirmiers, comme la distribution de médicaments, de perfusion, d'autres soins plus spécifiques, chaque binôme se séparait en deux et partait dispersé pour faire un point sur l'état des besoins fondamentaux des patients, comme boire, manger, aller aux toilettes, se faire changer, bref, la vie de base des patients assez lourdement handicapés pour certains. En cas de besoin, si le nursing était un peu plus lourd ou un peu plus compliqué, elles s'appelaient entre elles et elles s'entraidaient. Bon, elles en profitaient pour faire un petit check rapide sur l'état de santé des gens et si besoin, appeler le médecin qui était pas très loin, mais là en l'occurrence c'était pas le cas. La première à avoir décidé à partir faire son tour était l'aide-soignante de l'étage du dessus, du 4e donc. Nous, à savoir les 2 infirmières restantes et l'aide-soignante du 3e, étions restés assis, on continuait tranquillement à discuter. Elle se lève, elle disparaît dans l'ascenseur, dont la porte s'ouvrait pile en face de celle de la salle où on était, c'est-à-dire la salle qui était au cœur du service, à côté de l'office infirmier. Au bout de quelques instants, je dirais 2-3 minutes, le reste de l'équipe se leva, prête à partir à leur tour, et c'est alors que la sonnette de l'ascenseur qui annonçait son arrivée sonna. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, seule, était notre collègue qui venait de nous quitter. Elle était blême, sans expression, figée dans un état de stupeur. Elle nous avait quittés pourtant joyeuse et pleine de vie, là, juste avant. Et là, elle venait visiblement de vivre quelque chose d'extrêmement intense. Nous sommes allés la voir de suite, lui demander ce qui s'était passé, et nous l'avons ramenée dans l'infirmerie. Visiblement, elle était sous le choc. Elle ne sut prononcer aucun mot, sinon un seul, qui était le nom d'un patient du 4e, sur son aile. Voyant qu'elle n'était ni blessée ni en danger, nous l'avons laissée au binôme du 3e, et nous avons décidé de monter, l'infirmière du 4 et moi, immédiatement à l'étage du dessus, dans la chambre du patient qu'elle venait de désigner. Et bien entendu, dans ces cas-là, nous sommes montés par l'escalier, avec le sac d'urgence, car il ne fallait pas risquer de rester coincé. Je me rappellerai toujours de ce que j'ai vu dans cette chambre ce soir-là. L'aide-soignante avait laissé la porte grande ouverte dans sa fuite. Elle n'avait pas eu le temps d'allumer la lumière. La chambre était une grande chambre occupée en son milieu par un lit médicalisé classique, équipé de barrières et d'une potence pour se relever. Dans le clair-obscur de cette chambre, éclairée uniquement par la lumière indirecte provenant du couloir derrière nous, ma première vision
fut celle d'un homme, à genoux sur son lit, les bras ballants, la tête légèrement penchée sur le côté. Sa langue était pendante, les yeux grands ouverts, son visage tourné vers la porte. Il nous regardait. C'est cette image qui avait traumatisé notre collègue. Je peux comprendre. Le patient s'était pendu à la potence de son lit, et la silhouette, vue comme à genoux sur son lit, était son corps mort. La suite, elle est simplement triste. La lumière allumée, et le switch intellectuel passé sur le mode réanimation, mode froideur clinique, nous avons fait de suite abstraction de l'image précédente pour tenter une réanimation après l'avoir dépendu. Peine perdue bien sûr, il était mort dès le départ. Il s'en est suivi quelques-unes des heures les plus longues et fatigantes de ma carrière, quand il a fallu prévenir le directeur d'astreinte, les autorités, attendre la police scientifique et faire les dépositions. Mais le pire, alors que j'en ai donné des coups de téléphone pas drôles à de nombreuses familles, ce fut de devoir, ce soir-là, appeler le fils du patient. Il devait être alors 2, 3, 4 heures du matin, je sais plus très bien, pour lui annoncer le pire, alors que son père allait jusque-là pas si mal cliniquement. Tellement bien d'ailleurs qu'il devait sortir dès le lendemain. Vraiment un des pires appels professionnels d'annonce que j'ai eu à donner dans ma carrière. Voilà, c'était mon histoire. C'était pas très paranormal, mais je pense que c'est suffisamment sombre pour être raconté une nuit d'Halloween. Oui, on n'a pas que des histoires paranormales, hein. On a des histoires terriblement tristes de ce type-là qui malheureusement arrivent. Hein. Mm-hmm. Eh ben, écoute, après c'est une histoire que je connaissais déjà, tu me l'avais racontée puisqu'on était déjà ensemble. C'est vrai que moi, elle m'avait marqué cette histoire. D'ailleurs, c'est moi qui te l'ai un peu réclamée celle-là parce que je la trouvais vraiment très marquante, très Halloween et très marquante. Enfin, Halloween pas dans le sens peur, mais dans le sens. Alors l'image cette première image, l'image qui a terrifié l'aide-soignante. Il faut vraiment imaginer cette scène d'une chambre complètement vide, une chambre d'hôpital clinique, sans aucun ornement. Comme dans un film, quoi. Assez grande avec, parce que c'était une chambre double à l'époque, mais qui était passée en chambre simple. Donc le lit au milieu de cette grande chambre et cette silhouette qui n'était qu'une silhouette avant qu'on allume la lumière d'un homme à genoux, la tête penchée qui regarde des grands yeux ouverts vers la porte parce qu'en plus c'est ça et en fait c'est ce regard qui est écarquillé vers la porte d'entrée. C'était une image assez marquante, ouais. Même pour toi qui est assez froid et qui prend beaucoup de recul par rapport à ce genre de choses, c'est choquant, quoi. Ouais, je pense que ce qui m'a aidé après, c'est de passer en mode clinique, c'est d'allumer la lumière et de se dire devenir froid. Il y a un truc à faire et là il faut bouger. Là tu fais vraiment un switch complet et puis on y va, quoi. Enfin, il y a quelque chose à faire et on peut pas, mais bref, voilà, c'était mon histoire un peu plus sombre. C'est pour ça qu'on vous a demandé d'éloigner les enfants parce que ça reste une histoire de suicide. Et ça peut être choquant pour les adultes, alors. Voilà, nous, mais les enfants ne la connaissent pas cette histoire d'ailleurs, donc voilà. Bon, je vais pas en dire plus pour préserver quand même un peu le secret médical sur l'affaire parce que il y avait des raisons, il y avait après il y a eu une enquête et puis on a su un peu les circonstances, etc. Mais ça, ça avait pas d'intérêt à être dans l'histoire. Oui, bien sûr. Bon, sur ce, on va faire la magie d'Halloween. On va faire réapparaître les enfants pour le 3, 2, 1, abracadabra. Voilà les enfants. Dites bonjour les enfants. Bonjour. Ah. Ou bientôt au revoir puisqu'on vous êtes réapparus comme par magie. C'est ça. Après avoir fait 5 minutes dans le canapé histoire de temporiser un peu. Pour venir dire au revoir à tous nos auditeurs, en espérant que ça vous a plu. Déjà, est-ce que ça vous a plu de faire ça? Trop. Ouais. Un peu stressé, mais c'était bien. Et c'était votre première fois que vous enregistriez un podcast? Première, mais pas dernière. Ah, ouais. Bookiners va nous faire un podcast sur les livres. Tu voudras faire quoi comme titre d'épisode après? Je sais pas. Spécial
Noël par exemple, le spécial premier de l'an, spécial nouvelle année. Oui, c'est super. Ouais. Ce serait génial. Ah. Ok. Bon. Bloody Muse est très excité. Ouais, ça se comprend hein, quand même. Hein. Voilà. Bon alors nous, ça nous a beaucoup plu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'à vous, ça vous aura plu ce format, ce petit épisode spécial qu'on pourra faire, refaire pour d'autres occasions de ce style. Sans forcer quoi. Voilà. Faites-nous vos retours sur ce que vous en avez pensé, bien sûr, hein, comme d'habitude, des petits messages, des pouces, des likes. Est-ce que si vous avez fait écouter à vos enfants, ils ont aimé aussi? Dites-le nous. Voilà. Abonnez-vous sur nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcast, Ocha et toutes les autres plateformes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, la communauté de Medicine City et Medicine City Podcast. Instagram medicinecity.podcast. Au prochain épisode, on va le sortir en fait quasiment en même temps en fonction de la possibilité surtout de Falciparum puisque c'est lui qui fait les montages audio. Ça sera l'histoire... Moi, j'ai quasiment fini de la monter celle-là, donc on pourra la sortir dans la foulée. Très bien. Donc on va rattraper le petit retard qu'on avait eu lié au déménagement, au travail, tout ça. On avait eu un petit retard. Donc on sortira à 2 semaines d'affilée l'épisode 4. Donc ça sera sur un serial killer allemand, comme on avait déjà dit sur l'épisode de Falciparum. Merci à tous, restez connectés et méfiez-vous des salles de pause des soignants. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.